Alors, exceptionnellement, ce webinaire est ouvert aux non-membres de l'Association des journalistes de l'environnement. Donc, nous avons avec nous des journalistes d'autres associations, nous avons des climatologues, nous avons des juristes. Donc, ça enrichira le débat. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Association des journalistes de l'environnement, c'est une association qui a 30 ans cette année, qui compte environ 200 journalistes spécialisés dans l'environnement, qui travaillent dans tout type de médias, depuis les grandes chaînes de télévision aux petits magazines de la presse spécialisée. Allez, il est 10h02, nous y allons doucement mais sûrement. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de l'Association des journalistes de l'environnement. Webinaire qui, je vous le disais à l'instant, est exceptionnellement ouvert à des personnalités non encore membres de la JE. Je les salue et leur souhaite la bienvenue. Je ne vous apprends rien. Depuis quelques mois, de sérieux coups de canif ont été donnés au droit de l'environnement. Les coups les plus sévères, me semble-t-il, sont généralement portés par le gouvernement, voire le projet de loi enfin, la loi maintenant sur l'industrie verte, le projet de loi sur la simplification de la vie économique, mais aussi par de nombreux parlementaires, députés et sénateurs, souvent conservateurs. On le voit avec la loi d'orientation agricole, la suppression annoncée des zones à faible émission, l'agence bashing auquel on assiste encore aujourd'hui et qui a été récemment repris d'ailleurs par une ministre du gouvernement, la révision de la PPE qui s'annonce amusante. Ça, c'est pour la fabrique de la loi. Mais qu'en est-il de son application sur le terrain, dans les cours administratives de justice? C'est ce dont nous allons discuter ce matin. Et pour faire le point sur cette question, nous recevons deux éminents juristes spécialisés, Dorian Guinard, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Grenoble, et Arnaud Gossement, que vous connaissez sûrement, avocat et professeur associé à l'Université de Paris. Alors, maître, nous allons peut-être entrer dans le vif du sujet avec vous pour définir finalement un petit peu les contours du sujet. Et merci à Merci, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord, hein? vous et fort. Bon, très bien, merci. Alors, merci tout d'abord d'organiser ce webinaire sur un sujet très important puisqu'on parle beaucoup de backlash écologique depuis quelques mois malheureusement. Et effectivement, j'aurais quelque chose à vous dire et n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop long, bien entendu. Et je salue Dorian avec lequel je suis souvent en contact et souvent en train de débattre de ce sujet intéressant. La première chose, c'est qu'effectivement, je fais comme en terminale quand j'ai un sujet, je définis les termes du sujet. Lorsqu'on parle d'attaque sur le droit de l'environnement, il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, d'où viennent les attaques? Est-ce que ces attaques viennent au niveau européen? Est-ce qu'elles viennent de l'État, c'est-à-dire du gouvernement, du Parlement? Est-ce qu'elles viennent des élus locaux? Et on voit que à ces différents niveaux, la préoccupation n'est pas la même. Au niveau des collectivités territoriales, par exemple, si on ne réduit pas tout à ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives heureuses, qu'il y a des projets qui marchent, des élus locaux qui se lancent dans des plans de gestion des déchets. Et puis, il y a aussi des bonnes nouvelles. Je pense par exemple au rapport d'Air Paris de la semaine dernière qui nous indique qu'en 20 ans, la pollution de l'air et particulièrement des particules fines émises par la circulation routière a réduit de moitié. Et cette bonne nouvelle, effectivement, est passée un peu inaperçue, mais elle est importante aussi pour ne pas décourager les plus jeunes qui se lancent dans les métiers de l'environnement et notamment les futurs juristes en droit de l'environnement. Au niveau aussi de l'État central, heureusement qu'il y a encore des parlementaires qui s'en donnent la peine et qui proposent des choses pour avancer dans la protection de l'environnement et pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Alors c'est sûr qu'on les entend peut-être moins, on entend plus les forts en gueule, ceux qui parlent peut-être plus fort, qui ont peut-être aussi plus d'audience aujourd'hui, mais fort heureusement, il ne faudrait pas masquer aussi le fait que des parlementaires aujourd'hui souhaitent avancer, souhaitent faire progresser le droit de l'environnement. Et puis au niveau européen, il y a aussi des bonnes nouvelles.
la remise en cause du règlement sur la restauration de la nature n'est pas allée jusqu'au bout, même si le règlement lui-même a malheureusement été un peu dévitalisé. On a eu en 2024 une très importante directive qui, pour moi, va changer beaucoup de choses hein, sur le greenwashing, les allégations environnementales. Et la semaine dernière, on a appris que la directive numéro 2 sur le greenwashing, les allégations environnementales, allait suivre son cours alors que beaucoup s'inquiétaient du fait qu'elle puisse être enterrée. Par ailleurs, on a beaucoup parlé des directives sur l'information donnée par les entreprises, devoir de vigilance, CSRD. Certes, ces directives, pardon, ont été suspendues pendant 1 à 2 ans dans leur entrée en vigueur. Mais encore une fois, c'était aussi des directives qui étaient assez compliquées et plusieurs acteurs, dont moi, pensaient même qu'elles allaient être tout bonnement abrogées. Donc, il faut nuancer le constat en fonction du point de vue que l'on regarde. Les attaques ne viennent pas toutes de tous les niveaux et de tout le monde, hein, fort heureusement. C'est pas un front uni contre le droit de l'environnement. Et si le droit de l'environnement subit des attaques, c'est aussi parce qu'il a une densité, il a une texture qu'on n'avait pas encore il y a 20 ans. Hein, il y a 20 ans, il y avait moins d'attaques parce qu'il y avait moins de choses à attaquer aussi. Par ailleurs, le terme simplification aussi doit nous retenir, hein. La simplification, c'est pas un gros mot. Pour un certain nombre de choses, elle est tout à fait nécessaire. Il y a effectivement des dispositifs qui sont trop compliqués et il n'est pas inutile de le simplifier. Je rappelle que Delphine Batho, lorsqu'elle était ministre de l'écologie, pour résister au fameux choc de simplification annoncé par François Hollande, qui devait aussi annoncer un coup de rabot sur le code de l'environnement, avait pas hésité à parler de simplification et à admettre que certains sujets devaient être simplifiés. Je donne un exemple. Si vous vous intéressez à la planification et à toutes les strates de plans, à la fois en matière d'urbanisme et d'environnement qui s'empilent les uns sur les autres, il y aurait certainement matière à simplifier, ne fût-ce que de mieux comprendre l'articulation de tous ces plans entre eux pour que les acteurs économiques aussi s'en servent davantage. Donc la simplification n'est pas un gros mot. La simplification aussi parfois est tellement mal utilisée par les détracteurs du Code de l'environnement que, comme l'a très bien souligné France Nature Environnement dans un récent rapport sur le projet de loi de simplification de la vie économique, la simplification parfois aboutit à l'inverse de ce qui était recherché. On en parlera certainement avec Dorian, mais par exemple en matière d'espèces protégées, les pseudo-réformes de simplification et notamment la loi industrie verte ont abouti à une sorte d'usine à gaz où on s'y reconnaît absolument plus et où on a des débats à l'infini pour savoir si la présomption de la raison impérative d'intérêt public majeur a un caractère simple ou irréfragable, etc., etc., qui sont des débats qui passionnent les juristes, mais qui pour les acteurs politiques et économiques sont un petit peu abscons de toute manière. Donc ça, c'est plus pour montrer que les attaques ne viennent pas de tout le monde. Ces attaques parfois produisent l'effet inverse de celui recherché. Et il me semble qu'il faut faire la différence entre le discours, qui est un discours parfois un peu offensif, et sa traduction dans les textes de loi. Bien souvent, on voit que des annonces un peu tonitruantes ne sont pas suivies des faits. Alors pour autant, je ne minore pas. Et alors, si un tout dernier point, pardon, pour montrer la complexité du sujet, on a aussi eu des cycles hein, par le passé. Je me rappelle qu'à la sortie du Grenelle, lorsque la loi Grenelle 2 de 2010 a été élaborée, on parlait beaucoup aussi de backlash à ce moment-là, que la loi Grenelle 2 détricotait les accords des acteurs du Grenelle. Bref, on a déjà été dans des cycles à la baisse où après une euphorie, par exemple là le Green Deal qui a produit beaucoup de textes, eh bien il y a un petit peu un retour de manivelle, un retour de bâton. C'est pas complètement nouveau, sauf qu'aujourd'hui la nouveauté, ça s'accompagne ces annonces contre le droit de l'environnement d'une montée en puissance de mouvements conservateurs ou d'extrême droite, et qu'on peut comprendre l'inquiétude évidemment que cela génère. Pour autant, je ne minore pas les mauvaises nouvelles. Je voudrais d'ailleurs m'arrêter sur une pour finir mon propos. Il y a effectivement des initiatives malheureuses qui sont des initiatives malheureuses notamment parce que elles portent atteinte au droit de l'Union européenne ou à nos engagements internationaux. Et ce sont des initiatives qui vont compliquer le droit, qui vont inutilement donner l'espoir à certains que le droit disparaît et qui vont nous amener à être en infraction avec nos engagements européens et internationaux. Si on regarde le tableau de bord des infractions au droit de l'environnement de la France que la Commission européenne tient à jour régulièrement et qui est disponible sur le site de la Commission européenne, on ne peut pas dire qu'il y ait une envolée des infractions de la part de la France au droit de l'Union européenne. On a une quarantaine de procédures qui sont en permanence actives, essentiellement dans le domaine de l'eau, à cause des contaminations notamment aux produits pesticides, et en matière d'air. Pour autant, il y a aussi des secteurs où la France est améliorée.
et où des procédures d'infraction ont pu disparaître. Euh, Dernièrement, en termes de mauvaises nouvelles, on a effectivement des initiatives où la France va se mettre en infraction avec le droit de l'Union européenne. Je pense par exemple à la protection de l'environnement par le droit pénal et la loi d'orientation agricole, effectivement, a réécrit les éléments constitutifs du délit de destruction d'espèces protégées qui vont, à mon avis, inutilement complexifier le débat devant les juges qui seront éventuellement saisis. Dernièrement, dans le projet de loi de simplification des vies économiques, la suppression des zones à faible émission mobilité est aussi une mauvaise nouvelle, non seulement pour l'environnement. C'est le Conseil d'État qui vient de nous le rappeler très récemment en expliquant que l'État avait progressé dans la protection de la qualité de l'air, mais que pour autant c'était largement dû à ces fameuses ZFE que le Parlement pourrait aujourd'hui ou demain supprimer dans la loi. Ce qui nous amènerait immédiatement en infraction avec la directive sur la qualité de l'air ambiant et donc nous valoir des pénalités, notamment des interdictions d'accès à certaines aides autorisées par l'Union européenne. Et un grand quotidien du soir a même chiffré à plusieurs milliards le risque financier de suppression des ZFE, sans parler du coût sanitaire évidemment. Et puis, il y a une mauvaise nouvelle qui est apparue hier, mais qui divise aussi les écologistes. C'est un sujet pour moi d'inquiétude, celui des énergies renouvelables. Le consensus que pouvaient représenter les énergies renouvelables s'est fendillé. Je vois aujourd'hui qu'effectivement, la production d'énergie renouvelable suscite des débats. Et hier, j'ai été assez frappé que dans une immense indifférence, je ne parle pas des journalistes, mais alors cette fois-ci des politiques, qui étaient totalement absents de l'hémicycle lorsque François Bayrou, le Premier ministre, a fait sa déclaration sur la souveraineté énergétique de la France, et donc appuie une proposition de loi déposée par le sénateur Daniel Grenier, proposition de loi soutenue par le groupe Rassemblement national, Assemblée nationale, qui va être inscrit à l'ordre du jour en première lecture à l'Assemblée nationale mi-juin après avoir été adoptée au Sénat. Et c'est une proposition de loi qui, pour le coup, représente une régression nette et du droit de l'environnement et du droit de l'énergie. Du droit de l'environnement, parce que n'oublions pas que en tête du Code de l'environnement, nous avons à l'article 110-1-1 l'objectif de développement durable qui repose sur 5 engagements, notamment la lutte contre le changement climatique. Or, cette proposition de loi propose à son article 11 de réécrire l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La France ne serait plus tenue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, elle serait tenue de tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un affaiblissement net de cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je suis assez étonné qu'il ne suscite pas plus d'émoi, parce que là, c'est vraiment un recul net par rapport à nos engagements internationaux et européens. Et derrière, nous avons dans cette proposition de loi toute une déclinaison de mesures qui ne vont d'abord pas nous permettre de réaliser de nouvelles économies d'énergie, qui ne vont pas nous permettre de réduire notre dépendance à la production d'hydrocarbures à l'étranger, et qui vont également envoyer des signaux assez alarmants aux filières de production d'énergie renouvelable, puisque par exemple pour l'éolien, on supprime tout objectif chiffré, rien sur l'agrivoltaïsme non plus en termes d'objectifs de développement, etc., etc. Donc là, on a un sujet majeur qui va nous amener, un, à être en infraction avec nos engagements internationaux en matière de climat, deux, à être en infraction avec nos engagements en matière de production d'énergie renouvelable ou d'économie d'énergie. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de se saisir de ce qui est en train de se passer, qui est pour moi très grave, de manière à éviter cette régression qui est à la fois du droit de l'environnement et du droit de l'énergie. Donc voilà, j'ai commencé mon propos avec une note sur la complexité, une note plus optimiste. Il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui aussi qu'il ne faut pas non plus mettre de côté, mais il peut y avoir aussi des attaques très graves et cette mise en cause de la feuille de route énergétique de la France, qui est vraiment un changement complet de feuille de route, selon moi, qui est en train de se dérouler, doit retenir notre attention. Pardon d'avoir été trop long pour ce propos introductif. C'est un excellent propos, merci maître. Avant de passer la parole à Dorian Guimard, je voudrais demander à Loïc Bidot de couper son micro parce que ce qui se passe chez lui ne nous intéresse pas. Merci d'avance. Voilà, nous avons donc évoqué la fabrique de la loi et la refabrique de la loi. Dorian Guimard, comment ça se passe dans les cours administratifs? Est-ce que de votre point de vue, le droit de l'environnement est bien appliqué ou est-ce que là aussi, on a à faire face à une certaine complexité? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Juste avant de répondre à cette question, je vais deux, trois remarques par rapport à ce qu'a dit Arnaud. Je partage évidemment tout ce qu'il a dit.
La première chose, j'ai regardé hier, il y a deux enquêtes d'opinion qui ont été faites assez récemment, je crois novembre-décembre 2024, et puis encore une plus récente en mars, je crois. Une par l'ADEME. Alors l'ADEME qui est, paraît-il, dépense beaucoup. On va voir si elle est fusionnée. Et l'autre par le Cevipof sur la réalité dans l'opinion du backlash écologique. En réalité, c'est, comme l'a dit Arnaud, beaucoup plus le fait de certains parlementaires et éventuellement du gouvernement que de l'opinion publique, parce que quand on regarde les... Alors, ça reste des enquêtes d'opinion, mais quand on les regarde toutes les deux et qu'on les croise, en réalité, la préoccupation environnementale est toujours très très haute dans la tête des Français. Alors évidemment, derrière le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, mais enfin, elle est quand même assez présente à chaque fois à plus de 27 ou 30%. Donc, si backlash il y a en réalité un backlash dans les discours de certains parlementaires, encore même plus que du gouvernement, que dans l'opinion publique qui reste très attachée aux préoccupations environnementales, voire même qui le place dans le trio hein, des préoccupations. Donc, faut pas, c'est ce que disait Arnaud par rapport au fort en gueule, hein, en gros, hein, je reprends l'expression. C'est pas parce qu'on crie le plus fort qu'on a forcément toujours raison, et donc il faut nuancer tout ça. Alors moi, par rapport à la bonne application, ou par rapport à tout ce qu'a dit Arnaud, moi je dirais vraiment c'est vraiment une opération de détricotage du droit de l'environnement, notamment du gouvernement et de certains parlementaires. Donc on les a pas cités, mais on peut les citer, hein. C'est la PPL du plomb, donc la proposition de loi du plomb. C'était aussi la proposition de loi Fugy sur la pulvérisation aérienne des phytos. C'est évidemment la loi, enfin le projet de loi sur la simplification de la vie économique sur lequel, à mon avis, on va revenir. C'était aussi la LOA par rapport à l'intérêt général majeur de l'agriculture. C'est aussi, enfin il y en a plein, hein, c'est aussi la loi industrie verte. Il y a plein de trucs. Voilà, c'est une espèce voilà, de mouvement relativement concerté. Ça se passe à l'échelle française, mais aussi, comme l'a rappelé Arnaud, à l'échelle européenne, avec aussi la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice, car juste pour compléter, hein, pour pas être très très long sur ce qu'a dit Arnaud, la France ne respectant pas les seuils nitrates va a priori voir un contentieux nouveau émerger parce que la Commission européenne a décidé de se saisir du dépassement des seuils de nitrate et donc d'engager un contentieux via une lettre, enfin un recours en manquement qui a été initié. Il y a des très bonnes nouvelles, il y a des très mauvaises nouvelles. Effectivement, la suppression possible des ZFE sur laquelle on pourra revenir parce que c'est pas qu'une mesure inégalitaire socialement, hein, c'est aussi une mesure qui va permettre de protéger des populations défavorisées de la pollution. Et typiquement, si on regarde l'agglomération grenobloise et la carte, notamment les communes d'Échirolles, vont être protégées par une ZFE. Donc, c'est pas qu'une mesure inégalitaire socialement. Bref, il y a des très bonnes nouvelles et des très mauvaises nouvelles. Et c'est un moment qui est intéressant du point de vue du juriste. Ça l'est moins du point de vue de mon sens démocratique, parce que les reculs vont être très très lourds de conséquences, quoi. Il faut aussi dire ça aux gens, hein. Alors, du côté du contentieux, est-ce que c'est bien appliqué, correctement appliqué? Bon, ça dépend évidemment des points de vue. Voilà. Et ça dépend des décisions. Moi, ce que je regarde, c'est il y a de plus en plus de contentieux, ça c'est sûr. Et ça, encore une fois, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Arnaud. Le droit de l'environnement, il est détricoté en ce moment, ou en tout cas, il est attaqué. Effectivement, parce qu'il a une densité qu'il n'avait pas il y a 20 ans, mais il y a aussi le fait que le contexte environnemental s'est dégradé par rapport à il y a 20 ans, que ce soit sur le plan climatique ou sur le plan de la biodiversité ou de la pollution de l'air. Alors, même si maintenant c'est mieux grâce aux ZFE, mais ça s'est quand même aussi dégradé. Donc il y a de plus en plus de contentieux et c'est un peu difficile d'ailleurs de tout suivre. Enfin, je ne sais pas comment les autres collègues arrivent à réagir par rapport à tout ça, mais il y a une multiplicité des décisions sur beaucoup, beaucoup de sujets qui fait que c'est compliqué d'arriver à être à jour à chaque fois. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une plus grande hétérogénéité des décisions, parce qu'il y a plus de décisions et que le Conseil d'État homogénéise tant qu'il peut un certain nombre de contentieux. Typiquement, sur ce qu'a rappelé Arnaud sur la raison impérative d'intérêt public majeur, il y a une jurisprudence qui est vraiment attendue à chaque fois de la part du Conseil d'État pour homogénéiser des décisions qui ont été rendues soit par des tribunaux, soit par des cours administratives d'appel. Donc, est-ce que c'est correctement appliqué? Est-ce que c'est ça votre question? Moi, j'ai envie de dire la plupart du temps, bah oui, quand même, hein. C'est-à-dire que les cours administratifs d'appel et les tribunaux, comme le Conseil d'État, ont une attitude, on va dire, juridictionnelle qui est totalement cohérente. Alors,
pourrez toujours trouver des décisions isolées qui ne correspondent pas à une bonne interprétation selon vous, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est unanimement salué. L'autre chose, c'est que moi, ce qui me frappe, on va dire ces 6 derniers mois, ou en tout cas ces 12 derniers mois, c'est les réactions politiques par rapport aux décisions de justice. Moi, c'est ça qui me choque le plus. C'est pas tant les décisions en elles-mêmes, hein. C'est cette espèce, voilà, de découverte à chaque fois qu'on a de la part de certains politiques, des portées des décisions. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est pas, enfin, la question doit être reformulée. C'est pas forcément est-ce que le droit de l'environnement est-il correctement appliqué par les tribunaux, c'est est-ce que le droit de l'environnement est-il correctement interprété par notamment les préfectures? C'est une vraie question. C'est une grande question en fait, ça. Et la réponse, à mon avis, est pas tout le temps, pour être un peu nuancé, mais souvent, quand même, c'est pas le cas. Et surtout, c'est le niveau en droit public de certains élus. Alors, et pas qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, Arnaud. Dans d'autres régions, notamment en région Occitanie, par exemple, qui a fait quand même l'actualité ces derniers temps. Et moi, je trouve que on s'étonne de beaucoup de choses ces derniers temps sur la portée des décisions de justice, mais avant tout parce qu'en fait, le niveau en droit public des élus est très faible. C'est ça le vrai souci. Et si on avait plus de décisions politiques qui reposent sur une meilleure appréhension du droit public, je parle là pour le coup élu comme préfecture, hein, eh bien on aurait moins de contentieux et on aurait un droit de l'environnement qui serait plus effectif. Ce qui amène la question derrière de l'exécution aussi d'un certain nombre de décisions de justice qui parfois est inexistante, ce qui pose à la fois des problèmes en termes de démocratie, puis des problèmes en termes d'application du droit de l'environnement. Là, il y a plein d'exemples, hein, COSAD, Justice pour le vivant, tout ça. Est-ce que vous pourriez, pour celles et ceux qui ne suivent pas l'actualité judiciaire, rappeler un petit peu certains de ces exemples les plus emblématiques? Je pensais Ouais, au bouquetin du Bargy, par exemple. ouais. Alors Arnaud, tu pourras compléter parce que on pourrait être très long tous les deux hein, là-dessus. Donc je vais prendre voilà, trois exemples. Arnaud, tu complètes si tu penses que j'ai été lacunaire. Le premier, pour moi, la mère de toutes les décisions en termes d'inexécution de justice, c'est COSAD, le lac de COSAD, où là, il y a eu, alors de mémoire, c'est 6 décisions quand même d'annulation à chaque fois. Donc c'est une retenue qui avait été construite illégalement, puis ensuite annulée plusieurs fois. Alors je passe hein, toute la procédure, mais ça s'étale sur plus de 10 ans, et où on a une exploitation illégale de la retenue par un certain type d'agriculteurs. Pour pas les nommer, je crois qu'ils sont à la tête du département du Lot-et-Garonne, donc c'est la coordination rurale et où il n'y a pas eu en fait d'exécution de cette annulation par les pouvoirs publics. Donc ça pose plusieurs problèmes. Ça pose des problèmes d'abord démocratiques parce que dans un état de droit, quand vous avez une décision de justice définitive qui n'est pas exécutée, eh bien, se pose la question de façon entière au-delà de la légitimité du droit, c'est de son application. Donc ça, c'est quand même démocratiquement un très très gros souci. Ça pose un problème plus spécifique au droit de l'environnement, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. On n'aurait jamais imaginé ça pour du droit pénal, par exemple, en termes d'exécution des peines. Et donc, du coup, ça donne cette impression qu'il y a une exécution du droit de l'environnement qui est à géométrie variable, ce qui, encore une fois, en démocratie, est un très, très, très mauvais signal. Et puis, ça donne la possibilité, ensuite, si la décision n'est pas exécutée, eh bien, qu'on puisse revenir dessus par des décisions administratives. D'ailleurs, comme s'apprête à le faire, si j'ai bien compris, le préfet du Lot-et-Garonne qui envisage, alors c'est pas exécuté à l'heure où je vous parle, mais qui envisage une possible reprise via une régularisation du lac de Caussade. Donc pour moi, ça c'est vraiment un très très mauvais signal parce que ça donne une espèce de blanc-seing quasiment à des actes illégaux. Alors ça se nuance sur ce que je raconte, mais c'est un mauvais signal. Le deuxième, et alors c'est encore plus grave de mon point de vue, c'est beaucoup moins connu, ça a moins d'implications, mais c'est encore plus grave selon moi, c'est les bouquetins du Bargy. Alors ça n'a pas été très très connu en dehors de la Haute-Savoie, mais c'est cette idée que les bouquetins à l'époque étaient porteurs, soi-disant, mais ça a été avéré, mais c'est pas forcément que le seul vecteur, d'une maladie grave pour le cheptel bovin qui s'appelle la brucellose, donc ce qui portait atteinte aux intérêts économiques, notamment des producteurs de reblochon, ce qui est une institution en Haute-Savoie, et je la salue, cette institution. Mais donc du coup, il y a le préfet à partir des années 2010, donc de mémoire ça commence en 2013, mais il y a eu plein de prélèvements qui ont été autorisés, qui voulaient détruire
une partie de la population des bouquetins du Bargy pour empêcher la transmission au cheptel bovin. Donc il y avait plein d'arrêtés de destruction. Le bouquetin du Bargy est une espèce protégée, hein, donc ça obéit à une procédure spécifique du Code de l'environnement. Et donc, il y avait beaucoup de prélèvements qui étaient donnés à chaque fois par le préfet. On estime aujourd'hui à 600 à peu près la population des bouquetins du Bargy, et on voulait en prélever entre 70 et 150 à chaque fois. Donc, c'était vraiment des gros prélèvements sans certitude. Ça, sans certitude scientifique sur l'efficacité de tels prélèvements. Et tous les arrêtés de destruction des bouquetins du Bargy ont été contestés soit en référé suspension, soit après au fond par des associations, notamment France Nature Environnement 74, que je salue. Et à chaque fois, ils ont gagné. Le problème, c'est que le préfet a commencé à prendre, alors les préfets, parce que c'est des préfets successifs, hein, évidemment, ont commencé à prendre des arrêtés qui ne pouvaient pas être contestés devant la justice. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris notamment un vendredi soir. Et donc, comme chacun sait, les tribunaux administratifs ne sont pas ouverts le samedi et le dimanche. Et donc, du coup, les prélèvements pouvaient être effectués le samedi et le dimanche et contestés dès le lundi matin. Mais ça ne servait plus à rien parce que les prélèvements avaient déjà été faits. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, une espèce de dérive démocratique qui est vraiment assez grave parce qu'elle porte atteinte à un droit qui est un droit fondamental en démocratie, qui est le droit d'exercer un recours. Et là, ils étaient rendus ineffectifs. Et donc, du coup, il y a plein d'arrêtés qui n'ont pas pu être contestés dans la pratique parce que ils étaient trop tard, enfin ils étaient mis en œuvre trop tard, et puis il y avait défaut d'objet, parce qu'après, en plus, il y avait des abrogations des arrêtés, ce qui fait qu'on ne pouvait même plus les contester. Donc ça a donné lieu à une espèce voilà, de joute entre FNE 74 et le préfet sur une très longue durée. Vous avez exactement la même chose d'ailleurs qui a eu lieu pour les ours à l'été 2023 de mémoire dans l'Ariège, où vous aviez à chaque fois estive après estive des arrêtés de tir d'effarouchement des ours contestés par One Voice à l'époque, avec un nouvel instrument à l'époque qui était aussi intéressant, c'était le référé liberté qui avait été rendu possible pour les espèces protégées par le Conseil d'État en septembre 2022. Et donc, du coup, voilà, il y a cette espèce de petit jeu, pas forcément très sain d'ailleurs, entre les associations et le préfet pour pouvoir suspendre des arrêtés attentatoires aux vivants. Et troisième exemple, bah, c'est Justice pour le vivant, hein, qui est la condamnation de l'État pour le non-respect des trajectoires éco-phyto et la dépollution et la prévention de la pollution des eaux souterraines, qui a été fait en juin 2023 et qui, à date, c'est-à-dire le 29 avril de l'année 2025, n'est toujours pas exécuté. Et donc, ça pose des problèmes, encore une fois, démocratiques, ça pose des problèmes d'application correcte du droit de l'environnement, ici, pas par les parlementaires, mais par l'exécutif, hein, parce que c'était au Premier ministre d'agir alors, et il n'a rien fait. Et ceci va être rejugé par la Cour administrative d'appel début mai. Et donc on verra ce que dit la Cour administrative d'appel là-dessus. C'est quelques exemples. Arnaud pourra vraiment, enfin, on a beaucoup aussi en tête, mais c'est quelques exemples qui montrent que ça marche souvent, le droit de l'environnement au contentieux. Il y a beaucoup d'annulations, il y a beaucoup enfin, de confirmations aussi de projets. Donc, c'est pas un droit qui est un droit uniquement d'obstruction aux projets, qu'ils soient industriels ou agricoles, mais c'est un droit qui, de temps en temps, ne reçoit pas une entière application. Encore une fois, je me répète, du point de vue démocratique, ça pose de sérieux soucis. Il y a aussi, me semble-t-il, un autre sujet que vous n'avez pas évoqué, qui est la restriction de l'accès à la justice pour le justiciable. Je pense en particulier à certains secteurs industriels qui ne sont traités par la justice qu'au niveau des cours d'appel. Donc ça, me semble-t-il, restreint un petit peu l'usage que l'on peut faire de la justice en cas de contestation de projet en particulier. Est-ce que ça, c'est une tendance lourde ou est-ce que ça ne s'appliquera, selon vous, qu'à certains secteurs qui avaient été particulièrement attaqués? Arnaud, tu veux compléter ou pas ça? Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors oui, c'est pour moi c'est une tendance alors, lourde, je sais pas, mais c'est une tendance parce que ça s'accompagne aussi de la restriction de l'intérêt à agir d'un certain nombre d'associations en droit de l'urbanisme. En fait, c'est pas uniquement lié aux projets industriels, c'est-à-dire que vous avez aussi pour certains projets qui sont des projets agricoles ou qui relèvent industriels ou agricoles des ICPE, une restriction aussi des délais qui va être effective. Et donc il y a alors je dirais pas restriction, je dirais il y a une diminution des capacités d'agir, que ce soit en termes de délai, en termes d'intérêt à agir, ou même en termes de possibilité de mettre matériellement en place des recours qui se retrouvent à la fois dans le code de l'environnement, dans le code de l'urbain et éventuellement dans le code de l'énergie.
Très bien, merci à vous deux. Je vous propose d'ouvrir la session de questions-réponses maintenant, bien évidemment, ouverte à toutes et tous. Quel est le premier à se lancer dans le grand bain? Ne parlez pas tous à la fois. Alors, une question d'Esther Amar. Esther, voulez-vous la poser ou voulez-vous que je la lise? Non, c'est bon, Valérie, tu peux la lire. Vas-y, merci beaucoup. Alors, y a-t-il aussi un problème concernant les agressions contre les agents de l'État et les chercheurs dans certaines sciences de la durabilité, climat et environnement, et l'absence de réponse de l'État? Est-ce que finalement on peut considérer que ces agents, ces opérateurs sont bien protégés par leur employeur, en quelque sorte? Alors, si je peux me permettre sur cette question-là, aujourd'hui, quand on parle de l'application du droit de l'environnement, il y a deux sujets, hein. Il y a le contenu du droit de l'environnement. Est-ce que le contenu du droit de l'environnement, est-ce que les règles du droit de l'environnement régressent ou pas? Et pour les normes qui existent déjà, les lois, les décrets, les directives, etc., sont-elles correctement appliquées? Et pour les appliquer, il nous faut notamment des instruments et des hommes et des femmes pour pouvoir les appliquer. Le problème que nous avons, mais il n'est pas récent, donc on ne peut pas dire qu'il est lié au phénomène actuel de backlash écologique. Depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, ça fait 20 ans que l'administration française, très clairement, n'a, à mon avis, pas les moyens d'une application entière et complète du droit de l'environnement. Je pense notamment à l'inspection de l'environnement, qu'on appelait l'inspection des installations classées, et elle est obligée de procéder par priorité. Hein, vous avez chaque année l'inspection de l'environnement qui publie ses priorités. C'est un peu dommage, parce qu'effectivement, ça peut envoyer le signal à d'autres que cette année, ils vont être un peu plus tranquilles. Comme cette administration n'a pas nécessairement les moyens de procéder à du contrôle, à l'application du droit de l'environnement, on a l'effet inverse de celui recherché. C'est-à-dire que vous avez une administration qui va se concentrer sur du contrôle, justement. C'est-à-dire que la mission antérieure de conseil, de formation, du dialogue, c'est-à-dire d'apprendre ce qu'est le droit de l'environnement, d'apprendre ce que c'est qu'une espèce protégée, d'apprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, cette mission-là n'est pas assurée. Et je pense notamment à des agriculteurs qui, de toute bonne foi, puisque j'en ai souvent rencontré, ont pu procéder à des destructions illégales d'espèces protégées sans nécessairement savoir que l'espèce en question était protégée, quelles étaient les mesures à prendre, ou parce qu'ils dépendaient d'entreprises sous-traitantes qui elles-mêmes n'étaient pas formées et qui ont pu faire des travaux de remblai, de curage de fossés ou je ne sais quoi d'autre, ou de taille de haies, qui n'étaient pas autorisés. On a souvent eu par exemple des problèmes avec le débroussaillage qui peut foutre en l'air des espèces protégées, mais effectivement, la mairie avait demandé de débroussailler, en même temps il y avait une espèce, etc., etc. Donc on se retrouve avec un problème de formation et l'administration elle-même, et c'est quelque chose qu'on avait évoqué avec Delphine Bateau lors des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Plusieurs services de l'État nous avaient fait part du fait qu'ils étaient un peu désolés du coup d'avoir le mauvais rôle, parce ils font ce qu'ils peuvent et donc ils se concentrent sur les missions de contrôle, qui ne peuvent d'ailleurs pas complètement exécuter, et donc ils vont tomber sur des acteurs au moment du contrôle, et pas forcément en amont pour les prévenir qu'il puisse y avoir un problème. Typiquement avec l'Office français de la biodiversité, qui est très injustement mis en cause aujourd'hui, les agents de l'OFB, effectivement, n'ont pas qu'une mission de contrôle, mais ils ont si peu de moyens que la mission de prévention, de pédagogie, de formation, malheureusement, n'est pas assurée. Tout à l'heure, Dorian parlait du niveau en droit de l'environnement des élus locaux. On ne peut pas reprocher à un maire d'une petite commune de ne pas tout savoir sur les règles d'urbanisme sur son territoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la mission de formation à la fois de l'État, mais aussi des organismes consulaires, je pense aux chambres d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie, etc., vous avez des corps intermédiaires qui pourraient relayer cet effort de formation, et aujourd'hui, c'est pas fait. Moi, en tant qu'avocat, 9 fois sur 10, quand quelqu'un franchit la porte de mon cabinet, c'est pas qu'il a voulu détruire l'environnement, c'est pas qu'il a été exposé à un complot contre l'environnement, ça dépend de quel point de vue il se situait. C'est que bien souvent, l'ignorance, alors ça n'excuse pas tout, hein. Dorian a cité des exemples typiques de gens qui ne sont pas ignorants et qui savent très bien ce qu'ils font en détruisant l'environnement. Mais il y a aussi tous ces cas de problèmes de formation, de connaissance du problème. Et donc ça crée des tensions, pas qu'avec les inspecteurs de l'Office français pour la diversité, mais aussi avec les inspecteurs de l'environnement ou les services vétérinaires lorsqu'ils se rendent dans des élevages, etc., avec une absence de dialogue, avec une incompréhension, un sentiment d'injustice.
Et quand vous contrôlez un exploitant industriel qui se sent en position d'injustice, bah forcément, via sa fédération professionnelle, son syndicat, il va informer ses confrères de ce qui lui arrive. Et en fait, c'est pas une personne qui se sent ciblée, ça peut être 100 ou 150. Et donc, ce sentiment d'injustice se développe. Et cette situation-là, elle n'est pas nouvelle, hein. Depuis que le droit de l'environnement dans les années 75-76 s'est développé, on n'a pas pensé suffisamment à la formation du droit de l'environnement. Alors, on y a pensé au niveau de l'université, et je salue la présence de Michel Prieur, qui est l'un des pères du droit de l'environnement et qui a éminemment contribué à la place du droit de l'environnement à l'université. Mais j'espère qu'il sera d'accord avec moi, le droit de l'environnement devrait avoir sa place aussi dans d'autres enceintes que dans les facultés de droit. Et alors ça commence, ça évolue, hein. Les grandes écoles de commerce, vous voyez par exemple HEC avec François Gemène, il commence à y avoir des programmes de formation de droit de l'environnement, mais la connaissance du droit de l'environnement, et je dirais même du droit tout court, qu'est-ce que c'est qu'un tribunal administratif, qu'est-ce que c'est qu'une mise en demeure, qu'est-ce que c'est qu'un recours gracieux, etc. Le niveau est quand même très très faible. Ça suscite des incompréhensions, des erreurs, des sentiments d'injustice, des frustrations, et oui, derrière, des agressions absolument inacceptables, des sentiments de crainte, des menaces, des incivilités vis-à-vis du personnel de police de l'environnement, déjà en sous-effectif, Mm. hein, très clairement, mais pas que, vis-à-vis aussi des juges qui sont ensuite amenés. Là, moi, j'ai été particulièrement choqué au moment du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 février sur la 69. On peut penser ce qu'on veut de ce jugement. Mais il y a eu des menaces et des intimidations qui ont été faites par voie de presse des juges et notamment de la rapporteure publique qui a rédigé ses conclusions, en plus avec des contresens sur le rôle exact d'un rapporteur public qui n'est pas là. Cette dame n'a pas rédigé le jugement, elle a simplement proposé une solution à la formation de jugement. Elle a été vilipendée par certains sur la place publique. Là, aujourd'hui, quand on commence à s'en prendre, parfois physiquement, enfin, menace physique sur la personne des juges, et là j'ai cité un exemple, mais il y en a eu d'autres, c'est absolument inacceptable. C'est pour ça que je trouve absolument malheureux que le Parlement se saisisse le 15 mai prochain, l'Assemblée nationale, une proposition de loi validation qui n'a d'autre but que de neutraliser une décision de justice qui a déjà été rendue, de manière à faire en sorte que cette décision de justice ne produise pas ses effets, et ce alors même que le juge d'appel est saisi, la Cour administrative d'appel de Toulouse, et que dans un état de droit, la moindre des choses, c'est laisser la Cour administrative d'appel faire son travail, plutôt que d'essayer d'influer sur son raisonnement avec une loi qui, à mon avis, est contraire au principe de séparation des pouvoirs. Ouais. Je peux compléter deux Pardon. trucs? Oui, juste pour compléter, si on prend le cas de l'OFB qui a été le plus médiatisé, dont d'ailleurs un certain nombre d'agents souffrent, hein, de cette stigmatisation et de cette violence, parce que c'est aussi une espèce de violence qui s'abat sur eux. Euh, Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que certains discours politiques qui jettent l'anathème sur l'OFB eh bien, ont des conséquences pratiques sur la vie de ces agents, que c'est étrange dans un pays où la police doit être respectée, et bien que cette police-là ne soit pas aussi respectée que n'importe quel autre type de police. Donc moi, c'est quelque chose voilà, qui me choque et je m'attendais à un soutien en fait très important de la part du gouvernement des agents de l'OFB, enfin pour les agents de l'OFB parce qu'ils remplissent des missions de police qui sont essentielles à l'État. Et l'autre chose, c'est deux choses, et là ça devient très très compliqué, c'est que moi je vais dissocier le champ industriel du champ agricole, c'est que, parce que le champ industriel, je le connais beaucoup moins, je connais beaucoup mieux le champ agricole. Euh, et la plupart des agriculteurs sont dans un désarroi total, tout syndicat confondu, hein, sont dans un désarroi total et ils ont du mal à comprendre, comme l'a dit Arnaud, une partie de la réglementation, que ce soit sur les espèces protégées, sur le droit de l'eau, sur les ICPE et tout ça. Il y a d'autres problèmes, hein, et le problème central, c'est celui du revenu, et tant qu'on ne traitera pas la question centrale du revenu, on aura aussi ce genre de problèmes et de réactions qui peuvent être des réactions épidermiques à l'État, c'est aussi important de le comprendre et donc du coup qui aboutissent parfois à des menaces ou à des MSA qui sont brûlés ou parfois même à des préfectures ou des sous-préfectures qui sont attaquées. Donc la première chose, c'est vraiment comprendre que le désarroi agricole est quelque chose de très très profond et que les agriculteurs ne sont pas responsables de ce désarroi, hein. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ce qui du coup permet d'introduire
la deuxième remarque, c'est que de mémoire, statistiquement, hein, je crois que les contrôles par les agents de l'OFB d'une exploitation agricole, c'est une fois tous les 120 ans. Si on ramène le nombre d'exploitations agricoles au nombre de contrôles effectués par an. Je n'ai plus tout à fait les stats en tête, mais je crois qu'on a 400 000, 420 000 exploitations agricoles avec 3 800 ou 3 900 contrôles annuels. Donc, enfin, pas jamais été très très fort en maths, mais je crois qu'on est aux alentours voilà, de 120 ans. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement fréquent, un contrôle d'une exploitation agricole par des agents de l'OFB, et pourtant c'est toujours ce qui est mis en avant comme étant quelque chose d'extrêmement perturbant et compagnie. Je comprends que ce soit perturbant pour les agriculteurs, mais c'est pas quelque chose de très très fréquent. Et donc le fait qu'à un moment donné, on veuille aussi désarmer les gens de l'OFB quand ils font des contrôles est quelque chose, moi, qui m'échappe en termes à la fois de symbolique et de réalité factuelle, quoi. Euh, je pense que les agents de l'OFB feraient beaucoup mieux leur travail et seraient beaucoup mieux reçus par les agriculteurs, déjà s'ils étaient plus nombreux, donc si on augmentait le nombre d'agents et qu'effectivement, s'ils avaient du temps pour faire tout ce travail de formation pédagogique pour les exploitants agricoles sur le respect des règles environnementales, que ce soit à la fois des règles administratives comme les règles pénales. Question de Lucie Pedrola. Lucie, voulez-vous la poser ou voulez-vous que je la lise? Je veux bien la poser si on m'entend Allez. correctement. Oui, Donc, la question que je posais, c'est, j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit peu le point sur les enjeux autour de la R2IPM euh, que vous avez évoqué tout à l'heure, mais je crois qu'elle a été discutée alors, dans plusieurs textes, en tout cas dans Simplification, et je disais dans DADU, mais je crois en fait que j'ai confondu dans DADU avec la dérogation espèces protégées. Donc, ma question, c'est quels sont les risques de détricotage au niveau de R2IPM, les impacts possibles et peut-être comment ça se croise avec DADU et ce qui a été décidé en ce qui concerne la dérogation espèces protégées, parce que je ne sais pas bien comment ces mesures se croisent, c'est vraiment pas très clair pour moi. Arnaud, je commence peut-être et tu nuances parce que ce que je vais dire, je suis pas sûr que tu partages mon opinion. Donc, je vais faire une réponse qui est très, très personnelle, d'accord? Il y a un mouvement depuis, alors c'est pas que depuis la 69, mais ça a été amplifié par la 69. Il y a un mouvement législatif, pour le coup, que ce soit à l'initiative de certains parlementaires, la PPL du plomb, ou à l'initiative du gouvernement via différents types de projets de loi, qui en réalité remontent au règlement d'urgence européen de décembre 2022, qui instituait une présomption quasi irréfragable à partir du moment où vous respectiez les seuils techniques pour les ENR. Je dis quasi parce qu'en fait, on peut un petit peu la renverser techniquement, hein. Mais bon, ça, c'est du détail de juriste. Alors moi, effectivement, comme l'a dit Arnaud, moi je trouve ça hyper intéressant, mais je pense que c'est vraiment que cantonné aux juristes, ça. Il y a cette idée que pour certains ouvrages, que ce soit maintenant, alors des ouvrages notamment agricoles par rapport aux réserves de substitution, donc les ouvrages de stockage d'eau, on va instituer législativement une raison impérative d'intérêt public majeur pour stocker de l'eau, mais aussi maintenant pour tous les documents éventuellement, ça c'est dans le projet de la simplification économique, en droit de l'urbain. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de croiser ce qui est en train d'être fait en équivalence en droit de l'urbanisme avec la raison impérative d'intérêt public majeur évoquée à l'article 411-1, 411-2 pardon, du Code de l'environnement. Et donc, du coup, il y a plein d'ouvrages, donc tout ce qui est déclaré d'utilité publique, tout ce qui est d'intérêt général majeur en droit de l'urbain, qui commence à être voulu par le législateur comme étant équivalent. Donc, si vous avez une DUP, vous aurez une d'intérêt public, enfin, raison impérative d'intérêt public majeur en droit de l'urbain. C'est ce qui est en train d'être décidé au moment où nous parlons. Et ça a été amplifié par la 69 où tout le monde, enfin beaucoup de politiques ont dit mais je ne comprends pas comment ce projet qui a été déclaré d'utilité publique et validé par le Conseil d'État en 2021 sur la DUP peut ne pas être d'intérêt public majeur au regard du Code de l'environnement. Alors ça c'est vrai que pour les gens qui n'ont jamais fait de droit public, c'est incompréhensible. C'est ça, moi j'en conviens parfaitement. Le problème de tout ça, c'est que les stades de détermination d'une DUP ou de l'intérêt général en droit de l'urbain ne sont pas les mêmes que pour déterminer l'intérêt général majeur impératif dans le code de l'environnement. Et moi, ce que aujourd'hui je trouve très risqué du point de vue conventionnel, pas forcément constitutionnel, parce que la jurisprudence du Conseil constitue sur les présomptions de R2IPM est assez souple, on va dire ça comme ça, notamment pour les ENR et pour le nucléaire. Donc je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit inconstitutionnel, mais
du point de vue de la conventionnalité, je doute que l'équivalence recherchée aujourd'hui par le législateur et les présomptions qui sont faites, notamment pour les ouvrages agricoles, comme pour les documents d'urbanisme qui sont en train d'être jugés équivalents, soient tout à fait dans l'esprit de la directive Habitat et de son article 16. Et je pense que le fait de faire autant d'équivalence entre l'intérêt général en urbain, qui ne se détermine pas de la même façon que l'intérêt général majeur en droit de l'environnement, soit tout à fait en correspondance avec la jurisprudence notamment de la Cour de justice de l'Union, et notamment de mémoire l'arrêt Solvay de 2012 et ses suites. Et donc du coup, je pense que là, le législateur est en train de vouloir simplifier, et peut-être qu'il y avait du ménage à faire dans tout ça, mais est en train de vouloir simplifier sur l'autel du progrès les équivalences entre le droit de l'urbain et le droit de l'environnement, et je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit dans le respect de la hiérarchie des normes et singulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est relativement stricte hein, quand même sur ce point. Juste un point pour compléter, pour rappeler que le principe en droit, c'est l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats. Et quand je dis destruction, le terme destruction n'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, c'est toute perturbation dans un état de conservation favorable d'une espèce protégée et de son habitat, et même d'ailleurs au-delà des espèces protégées de certains sites. On n'a pas le droit de perturber l'état de conservation d'une espèce dite protégée. Et à titre dérogatoire, hein, on peut obtenir une autorisation de perturbation si trois conditions sont remplies. Il faut que le projet qui va porter atteinte à l'état de conservation soit revêtu d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Il faut qu'il n'y ait pas de solution alternative satisfaisante. Et il ne faut pas que la dérogation remette en cause le principe si elle était trop large, hein, grosso modo. Donc il y a ces trois conditions. Sur la première condition, c'est là où je différerai un peu de Dorian. Je pense qu'à un moment donné, le droit doit être lisible par les non-juristes. Je peux comprendre que des personnes disent, attendez, l'autoroute A69 a été déclarée d'utilité publique. Et aujourd'hui, on nous dit qu'elle n'est pas d'utilité publique. Bien sûr qu'en droit, c'est pas la même chose. Lorsqu'on déclare l'utilité publique d'un projet d'autoroute, c'est pour permettre l'expropriation derrière. C'est pas pour permettre la destruction d'espèces protégées. L'administration n'a pas regardé les mêmes choses. Qu'aujourd'hui, on veuille simplifier et qu'on s'interroge sur l'intérêt général au regard du code de l'expropriation, du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement au départ d'un projet, moi, ça ne me choque pas, sachant qu'ensuite, ça ne dispensera pas le maître d'ouvrage, le porteur de projet, de demander une autorisation de dérogation à la destruction d'espèces protégées, et il devra démontrer qu'il n'y a pas de solution alternative, c'est-à-dire les autres conditions, pas de solution alternative satisfaisante, et le fait que la dérogation ne supprime pas le principe. Et d'ailleurs, au-delà de ça, la RIPM, la raison impérative d'intérêt public majeur, pourra être réinterrogée à d'autres moments de la vie du projet. Donc qu'on s'interroge sur l'intérêt général d'un projet dans toutes ses facettes au début, comme le font certains parlementaires, moi, ça ne me choque pas. Ça peut être une simplification. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette simplification produit exactement l'effet inverse de celui recherché. C'est-à-dire que le droit est tellement compliqué, et là, le droit de l'Union européenne effectivement a une responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le projet de loi de simplification, on est obligé d'écrire des dispositions pour expliquer ce que d'autres dispositions disent. Parce qu'en fait, on va dire aux porteurs de projets, on va présumer que certains projets d'office sont revêtus d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Sauf que pour pouvoir bénéficier de cette présomption, de cette première condition pour pouvoir déroger à l'interdiction de destruction, il y a des conditions. Il faut que ça soit un projet comme ci, comme ça, soit qu'il soit des productions d'énergie renouvelable, soit qu'il soit d'intérêt national majeur. Donc il faut qu'un projet soit d'intérêt national majeur pour bénéficier d'une raison impérative d'intérêt public majeur qu'il n'aura peut-être pas alors qu'il a été reconnu d'utilité publique. Je la fais courte et je caricature un peu. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas de la simplification, c'est une énorme usine à gaz. Et moi, en tant qu'avocat, quand je dois expliquer aujourd'hui le régime de la dérogation espèces protégées, c'est pire qu'avant. Et en fait, on s'y retrouve encore moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des débats apaisés sur ces questions-là, en reconnaissant que parfois le droit est abscon. Et d'ailleurs, quand je parle, je me rends bien compte que je suis en train de perdre la moitié de l'auditoire, de faire un droit un peu plus simple parfois, plus facile d'accès, mais en faisant attention à ne pas écrire n'importe quoi qui aboutit à l'effet inverse de celui recherché. Ju- Juste pour rebondir, parce qu'on avait été auditionnés tous les deux au même moment à la commission des affaires économiques au Sénat, on avait dit tout ça. Et si vous regardez la dernière mouture de la proposition de loi Duplon qui a été amendée de multiples fois parce qu'il y avait des risques inconventionnels qui étaient extrêmement importants et donc du coup ils ont largement modifié la version initiale. Aujourd'hui, pour arriver à ce que les ouvrages de stockage d'eau
bénéficient d'une présomption simple de raison impérative d'intérêt public majeur, ils ont mis, alors je me souviens plus, 3 ou 4 lignes de définition des stockages d'eau, avec notamment, alors il y a plein de mots qu'on appelle en droit à géométrie variable, c'est-à-dire en fait qu'ils sont interprétables à l'infini, notamment les pratiques sobres en eau et une autre expression qui avait identifiée. Ce que dit Arnaud, c'est qu'en fait, sous prétexte de sécurisation des projets de stockage d'eau, il y a en réalité une incertitude contentieuse qui est générée par l'usage de mots dont personne ne maîtrise la signification. Et donc ça reviendra au juge de déterminer les significations de ces expressions, parce qu'il y aura de multiples contentieux sur notamment les futurs projets de méga-bassines. Et donc du J'ai coup, j'ai Si tu me permets, excuse-moi, ouais, juste pour couper et te compléter, j'ai un autre exemple quasi rigolo, c'est en matière d'agrivoltaïsme. Pour encadrer l'implantation de panneaux solaires dans les zones agricoles, ce qui est une bonne intention, il ne s'agit pas de couvrir les zones agricoles de panneaux solaires, mais il faut faire en sorte de démontrer que le projet assurera un revenu durable à l'agriculteur. Alors moi, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un revenu durable, et je pense qu'on n'a pas tous la même définition. Pour certains, ça sera beaucoup d'euros, pour d'autres, ça sera beaucoup moins. Mais on a typiquement ce genre d'expression dans la loi aujourd'hui dont on ne pense pas par avance à la signification exacte. On ne définit pas les termes du sujet. L'exemple de Dorian est typique, par exemple, sobre en eau. On n'a pas tous la même définition de sobre en eau, je pense. ouais, non. Et surtout, ça dépend des régions. Et c'est aussi ça. Et t'as un dernier truc aussi là-dessus, c'est que moi, je suis allé regarder quand même aujourd'hui en l'état, parce que si on a ce changement législatif d'équivalence de l'intérêt public ou de l'intérêt général en urbain par rapport à la R2IPM en droit de l'environnement, je suis allé regarder quand même la teneur des études d'impact qui permettaient de déterminer l'intérêt public ou l'intérêt général en droit de l'urbain. C'est pas du tout les mêmes études d'impact en termes de contenu que celles qui sont exigées pour déroger à l'interdiction de destruction ou de perturbation des espèces protégées. Donc il faudra aussi veiller à ce que les porteurs de projets, et singulièrement les pétitionnaires, eh bien, fassent des études d'impact qui tiennent la route aussi en urbain pour pouvoir bénéficier éventuellement de cette raison impérative d'intérêt public majeur dès le début du déclenchement des projets, quoi. Alors, une question de Jonathan Mercier. Voulez-vous la poser ou voulez-vous que je la lise? Bonjour à tous. Effectivement, je peux la poser. Effectivement, c'était concernant le sujet de l'A69. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Oui, Oui. oui. Il me semblait que le Conseil constitutionnel, pardon, s'était déjà prononcé sur l'inconstitutionnalité des lois de validation lorsqu'on avait une phase contentieuse. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, que certains parlementaires s'étaient pris du sujet, notamment sur cette question, mais l'appel n'étant pas terminé, est-ce que, justement, il y aura constitutionnalité de cette pseudo-loi de validation? Objectivement, c'est très compliqué. Le Conseil constitutionnel ne ferme pas la porte aux lois de validation, loin s'en faut. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que petit 1, à regarder la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais aussi du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, petit 1, une validation totale d'une décision administrative n'est plus possible. Il n'y a que des validations partielles. Là, ce que propose le Parlement, qui va être débattu le 15 mai, c'est de valider l'autorisation environnementale des travaux de loi 69 uniquement sur la question de la raison impérative d'intérêt public majeur, c'est-à-dire ce qui a été retenu par le tribunal administratif. Mais la Cour administrative d'appel, en fait, cette loi de validation, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux parlementaires, elle ne va pas changer grand-chose. La Cour administrative d'appel, si elle veut regarder le reste du dossier, c'est-à-dire, la Cour administrative d'appel peut très bien dire, par exemple, l'autorisation est environnementale, est illégale, mais pour un autre motif que celui retenu par le tribunal administratif. Là, vous n'avez validé que la raison impérative d'intérêt public majeur. Deux, il faut, et ça c'est constant dans les trois jurisprudences des trois hautes juridictions européennes, Conseil d'État, Cour de cassation aussi et Conseil constitutionnel, il faut un motif impérieux d'intérêt général pour qu'une loi valide un acte administratif alors même qu'un juge a été saisi de sa légalité. Donc c'est à géométrie variable. Qu'est-ce que ce motif impérieux? Et effectivement, dans les dernières décisions, à la fois du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, lorsque la loi de validation a pour but de perturber une procédure judiciaire, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est pour neutraliser le jugement du tribunal administratif de Toulouse, eh bien, il faut véritablement apporter des motivations, il faut démontrer qu'il n'y a pas d'autres possibilités, qu'il va y avoir des conséquences gravissimes pour notamment l'environnement, par exemple, ici, de cette décision, de cet acte administratif qu'il faut absolument valider. Les lois de validation, historiquement, elles n'ont pas du tout été faites pour ça. Elles ont été faites parce que parfois, il y avait des petits vices de procédure qui pouvaient remettre en cause
par exemple, les résultats d'un concours d'accès à la fonction publique. Est-ce que c'est bien nécessaire de refaire plancher des centaines d'étudiants parce que deux, trois copies n'ont pas été bien corrigées, etc., etc. C'est pour ça qu'on a fait les lois de validation historiquement, hein. C'était souvent pour des histoires de rémunération de fonctionnaires, de concours de la fonction publique, etc. Là, on est sur un autre niveau, hein. Il s'agit effectivement de remettre en cause une décision de justice sur un point extrêmement important. Si la Cour administrative d'appel de Toulouse, personnellement, nous dit qu'il y a raison impérative d'intérêt public majeur que cette autoroute doit se faire, je n'aurai aucune critique. Mais de la même manière, je n'ai aucune critique lorsque le tribunal administratif de Toulouse nous dit le contraire. Je crois qu'il faut respecter aujourd'hui. On peut les commenter. On peut estimer que le juge, dans son raisonnement, a plus ou moins appliqué le droit, etc. Les juristes le font tous les jours dans leurs revues. Mais sur la place publique, de la part de politiques, dire ce jugement est inacceptable, il faut le neutraliser, ce qu'on a entendu, sans compter les commentaires sur la personne même des juges, là, on franchit une ligne rouge, là. Et sans- Oui, juste pour compléter, c'est quand même une atteinte relative à la séparation des pouvoirs. C'est pour ça que ça a été encadré, ces lois de validation, par le Conseil constitutionnel. Et ce qui serait intéressant, c'est que cette loi qui valide le défaut de R2IPM bien, soit validée par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait annulation de la 69 pour défaut de raison impérative d'intérêt public majeur, validée par le Conseil constitutionnel pour un motif impérieux d'intérêt général. Personne n'y comprendrait encore plus rien, enfin, c'est complètement étrange. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment l'arrêt tête du Conseil d'État du début des années 2000 qui explique que une loi de validation pour un tel montant, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, on est proche du milliard d'euros, hein, en gros, hein, à chaque fois, eh bien, n'est pas suffisant. Donc, ça ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt public, enfin, un motif impérieux d'intérêt général. Et donc, du coup, comme Arnaud l'a très bien rappelé, hein, les lois de validation ont été validées, enfin, ont été mises en place pour éviter les contentieux en pagaille, jamais pour contourner, c'est le bon mot ici, une décision de justice. Une question de Carole Zakin. Oui, bonjour à tous, excusez-moi. Je voulais, vous l'avez évoqué, hein, l'intérêt général qui est inscrit aujourd'hui à l'article 1er du Code rural suite à la LOA. Je voulais avoir votre avis, en fait. J'aimerais avoir une comparaison entre l'intérêt général de l'environnement qui a été instauré par l'article 1er de la loi de 1976 et puis l'instauration de l'intérêt général pour protéger l'agriculture dans l'article 1er de la LOA. Alors, en précisant, Madame Zakin, que vous êtes vous-même juriste et que vous avez, si j'ai bien compris, contribué à l'écriture de cet article dont vous défendez la pertinence, si je ne me Voilà. trompe, hein. Tout à fait, tout Voilà, à juste fait. pour savoir d'où vous parlez. Je l'assume complètement et je vous lis toujours avec grand intérêt parce que c'est toujours très, très pertinent. Et c'est vrai, et vous l'avez sûrement compris, moi je suis une spécialiste de droit de l'environnement et j'ai toujours été particulièrement, alors presque fascinée hein, par la façon dont l'article 1er de la loi de 1976 a finalement fondé la construction de notre droit en partant quand même de cette idée d'intérêt général. Et je préfère le dire tout de suite, l'intérêt général dans la loi agricole n'a jamais été conçu pour être supérieur à celui de l'environnement, mais uniquement pour arriver à peut-être rétablir un équilibre et à favoriser, je l'espère, moins de conflits entre l'agriculture et l'environnement. Voilà. Donc ça a toujours été l'idée et pour être tout à fait transparente, l'idée est aussi de bien être conscient que cette loi agricole aujourd'hui, finalement, ne change pas grand-chose, mais simplement une possibilité, une porte ouverte à une autre façon de faire du droit rural par rapport à cet intérêt général environnemental. Voilà, donc soyons, j'ai toujours été très très claire sur mes intentions, y compris évidemment au sein du monde agricole. Donc, ce n'est pas une hiérarchie qui est instaurée, mais simplement un rééquilibrage du droit. Voilà. Mais j'aimerais avoir votre sentiment justement sur quelle différence pourrait-on faire entre cet intérêt général en 76 et celui qui est écrit aujourd'hui et qui est finalement plus du droit en devenir que du droit qui modifie aujourd'hui très clairement le droit rural. Et juste une petite parenthèse, je vous rejoins complètement sur ces simplifications qui n'en sont pas. Et je peux vous dire que je me bats activement pour qu'il y ait des simplifications des vraies.
mais on est effectivement face à un monde politique qui ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et puis on est entre nous, me semble-t-il. Il y a aussi des ministères et des fonctionnaires qui ne comprennent pas le droit non plus. Voilà. Donc on en arrive aujourd'hui à faire du droit sous forme de communication et pas sous forme, on va dire, juridique. Donc j'en suis absolument désolée parce que les objectifs ne sont pas atteints et bon, disons que ça fera encore plus de travail pour les avocats. Alors, je passe sur votre dernière phrase. Je dirais simplement que là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que lorsque j'ai été auditionné, notamment avec Dorian par les sénateurs, le but de cette disposition était très clairement de créer une hiérarchie entre le droit qui s'applique aux installations agricoles et le droit de l'environnement, et de limiter les effets contentieux des recours dirigés contre les autorisations environnementales, soit des ICPE d'élevage, soit des retenues d'eau, etc., etc. C'était clairement le but affiché, et ça se retrouve dans les travaux parlementaires que chacun peut consulter. La deuxième chose, c'est que le Conseil d'État, le problème de cette disposition, c'est qu'elle ne sert à rien. Le Conseil d'État l'a dit dans son avis, la première tiers de la loi est une loi d'orientation qui n'a aucune valeur normative. Et dans ces dispositions qui n'ont aucune valeur normative, il y a notamment celle-là. La troisième, c'est que ça n'a rien à voir avec la loi de 76. La loi de 76, effectivement, indique que la protection des milieux, etc., etc., article 110-1 du Code de l'environnement aujourd'hui est d'intérêt général. Mais là, vous avez une sorte de gloubi-boulga où on ne sait même pas ce que c'est que l'intérêt général et à quoi il s'attache, puisque c'est pas l'agriculture, c'est pas non plus l'exploitation agricole comme ça a été simplifié dans certaines reprises, puisqu'il est également dit dans ce même article qu'il faut que l'agriculture contribue à la transition écologique, à la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Donc c'est pas l'intérêt général de l'exploitation agricole qui supposerait de s'affranchir des règles environnementales. C'est une sorte de rédaction diplomatique pour envoyer un message qui ne correspond pas à la rédaction même de la disposition, qui est de toute manière non normative. On encombre, je trouve, les codes, etc., avec ce qu'on appelle des neutrons législatifs, c'est-à-dire des messages politiques qui permettent à certains de dire aux agriculteurs, regardez, aujourd'hui, il sera plus difficile de vous poursuivre pour délit de destruction d'espèces protégées, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un juge, lorsqu'il est confronté à une loi qui est contraire à une directive, doit en écarter l'application. Et aujourd'hui, la directive de la protection de l'environnement par le droit pénal prévoit bien que l'élément intentionnel n'est pas le seul élément constitutif de la faute à l'origine du délit de destruction d'espèces protégées. Pardon d'être un petit peu abscon et juridique. Je vous lis aussi avec beaucoup d'attention, mais effectivement, nous ne partageons pas la même analyse, mais j'espère que ça donne du travail aux consultants. Et- Alors, je sais pas trop, juste une petite remarque, et c'est vraiment, comment dire, c'est un sujet d'intérêt pour moi. En 1973, quand l'article premier de la loi a été écrit, il ne semble pas qu'il ait été conçu comme un article normatif non plus. Et que pendant Ah, mais j'ai quelques pas dit temps, que. il y a eu justement ces... voilà, C'est ce que non j'ai mais dit. Je dis que votre simplement la rédaction n'est construction absolument pas la même. voyez, C'est juste ce que je dis. ben, alors après, oui, oui, et après, juste parce qu'on ne va pas monopoliser les choses, sachez que pour l'agriculture, le renvoi a été fait à la définition qui est celle du code rural hein, et qui définit l'activité agricole. Voilà, donc on est sur une définition d'agriculture qui, pour les juristes en droit rural, est précise. Hein, voilà. Après, pour le reste, comment dire, voilà, lissons les interventions. Merci, Madame Jacqueline. Je crois qu'on va passer à une autre question. Esther Ama, sur les énergies renouvelables. Oui, très rapidement, bien sûr. Vous avez alerté en début de réunion sur la menace qui se profile sur les énergies renouvelables. Quelle pourrait être la démarche pour la contrecarrer? Est-ce qu'on peut organiser une grande campagne de sensibilisation de l'opinion publique en rappelant des données économiques qui ne concernent pas que les industriels, mais aussi le marché de l'emploi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait activement face à cette menace? Juste, parce qu'après, je vais laisser la parole à Arnaud qui maîtrise enfin, beaucoup plus que moi ce sujet. Moi, ce qui me pose question quand j'ai lu ce qu'a raconté le Premier ministre hier, c'est quand même on est un pays dans l'Union européenne est quand même à la traîne en termes d'implantation des ENR et que on doit respecter aussi des objectifs européens de développement dans notre mix électrique des ENR. Et donc, du coup, ce qu'on encourt
au-delà de tout ce qu'on peut raconter, c'est aussi des amendes de la part de l'Union européenne pour non-respect des objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés collectivement au sein de l'Union. Donc, il y a quand même aussi, au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique via la baisse des GES, il y a quand même cette idée de mettre en place des ENR pour ne pas payer des amendes. Sur la question des ENR, je monte l'étage au-dessus, ce qui me paraît extrêmement grave, hein, et je salue les personnes ici qui sont bien plus spécialistes que moi du climat. C'est que dans cette proposition de loi, il y a un article 11 qui est un article climato-sceptique. C'est-à-dire qu'en fait, sous couvert de mettre le droit français en conformité avec l'Union européenne, il faut savoir que dans notre code de l'énergie, à l'article 100-4, la France se donne pour objectif de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 comparativement à 1990. Ce 40% est obsolète depuis 2019 puisque l'Union européenne a voté une loi européenne énergie-climat qui est un règlement pour expliquer que c'est 55% au niveau européen, ce qui se traduit par 50% chez nous. Alors, qu'est-ce que font les auteurs de cette proposition de loi? Ils disent, regardez, on est écolo, on va modifier 40 par 50. Donc le nouvel objectif sera de réduire de 50% des émissions. Mais dans le même temps, ils ont fait quelque chose d'extrêmement pernicieux, puisqu'ils vous disent, on n'est plus obligé de réduire, on est obligé de tendre vers. Je précise que ça, cet objectif qu'on appelle facteur 4, hein, qui est maintenant facteur 6, qui devrait même être facteur 8 selon certains, c'est la clé de voûte de notre politique énergie-climat. Pourquoi est-ce qu'on fait des ENR? Pourquoi on fait des économies d'énergie? C'est quand même pour lutter contre le changement climatique, hein, sans détruire la biodiversité, qui évidemment participe à la lutte contre le changement climatique par les puits de carbone, etc., etc. Et ça, je suis étonné parce que j'ai vraiment beaucoup, avec d'autres, tiré la sonnette d'alarme que cet article qui remet en cause l'accord de Paris, la Convention de 92, la France se dit aujourd'hui que réduire ses émissions de gaz à effet de serre, pourquoi pas? Mais c'est plus une obligation. Et donc, derrière, effectivement, en découle tout un discours qui n'est pas simplement un discours anti-ENR. Hier, le discours du Premier ministre qui nous explique longuement que les panneaux sont chinois, que les éoliennes sont allemandes, etc. On voit bien derrière cette idée de souveraineté. Le nucléaire, c'est la souveraineté, ce qui est faux. Les ENR, c'est l'étranger. On voit bien ce discours qui est derrière, sans rappeler aussi les intérêts des ENR et des propositions qui sont faites de Gigafactory en France pour relocaliser aussi cette industrie que l'État n'a pas beaucoup aidé par le passé. Mais tout ça pour dire qu'au-delà de la question des ENR, c'est bien l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est à risque aujourd'hui. Le Sénat l'a voté, sans grande... heureusement qu'il y a des sénateurs comme Yannick Jadot qui se sont élevés, mais objectivement, il n'y a pas eu beaucoup de voix dissidentes, hein, ça n'a pas créé beaucoup d'émoi. Or, pourtant, c'est gravissime, c'est clé. Et derrière, c'est pas simplement le problème des ENR, c'est notre dépendance aux hydrocarbures. Si vous regardez cette proposition de loi, c'est une proposition de loi qui pense que l'électricité va tout régler, alors qu'on oublie que l'électricité, c'est pas notre énergie principale. Notre énergie principale, ce sont les hydrocarbures. Je vous apprends rien, vous êtes tous des spécialistes. Mais sur la question de l'économie des hydrocarbures, c'est notamment la question de la fiscalité des carburants dont il va bien falloir reparler. Là, il n'y a rien. Vous avez rien. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de l'éléphant dans la pièce, on s'occupe simplement d'envoyer un discours climato-sceptique, anti-ENR, en se disant que le nucléaire va tout régler. Je ne suis pas anti-nucléaire, mais c'est quand même une vue de l'esprit de penser que ça va régler notre problème énergétique en France, hein. Le problème de la France, c'est quand même le pétrole. Pardon, j'ai été trop long. Nullement. Je voulais profiter de cet instant qui nous est donné pour peut-être donner la parole à Michel Prieur, qui est l'un des pionniers du droit de l'environnement en France, et savoir si, selon lui, nous vivons un moment particulier dans l'histoire du droit de l'environnement, ou si effectivement, comme l'a dit Arnaud Gossement, on a déjà assisté dans le passé, dans les années 80, dans les années 2000, à des retours de bâton environnementaux qui sont peut-être finalement la conséquence d'être allé un petit peu trop loin pour certains. Michel Prieur. On n'entend pas très bien. On ne vous entend pas, Michel Prieur. Vous êtes très très loin. Et là, comme ça, C'est mieux. C'est un peu mieux, oui. c'est mieux? Bon. Oui, j'avais pas prévu de parler, là. Je sais pas pourquoi vous me donnez la parole. Alors, tout ce qui a été dit est évidemment très intéressant. Moi, je suis tout à fait affligé par ce qui se passe à l'heure actuelle, mais c'est pas nouveau. Rappelez-vous quand Sarkozy avait dit après le Grenelle, ça commence à bien faire l'environnement. Et donc, on est dans une continuation
politique sur ça commence à bien faire. Alors, ça fait 50 ans que ça commence à bien faire et que l'environnement continue quand même à progresser malgré les reculs. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que il y a malgré tout, à travers une augmentation très nette du contentieux, un contentieux beaucoup plus favorable à l'environnement qu'il l'était il y a 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est une chose positive qui montre quand même un aspect positif de l'effectivité du droit de l'environnement à travers le contentieux et qu'il y a une bataille, mais qui n'est pas liée aux problèmes d'environnement, contre l'état de droit. Et donc le grand danger, c'est les reculs généraux sur l'état de droit. Et puis plus précisément en ce qui concerne le droit de l'environnement, il y a deux abus qui sont anciens, mais qui sont utilisés à nouveau de façon systématique. C'est la possibilité en droit de dérogation et l'abus des dérogations, et la possibilité en droit de la régularisation et l'abus des régularisations. Et donc, c'est sur ces deux domaines, je crois, qu'il faut trouver des contre-feux juridiques pour éviter les dérogations et éviter les régularisations. Juste, si je peux me permettre une remarque sur ce qu'a dit Michel Prieur juste un instant. C'est un exemple que tout le monde connaît, c'est Sainte-Soline. Sainte-Soline, tout le monde a en tête les dérapages, les affrontements et compagnie. Mais Sainte-Soline, quand vous étudiez vraiment le dossier sur le fond, Sainte-Soline, c'est quand même une bassine parmi tout un tas de constructions de méga-bassines à côté, euh, qui va avoir un impact sur l'habitat d'une espèce protégée que maintenant est un peu plus connue qu'elle ne l'était avant, qui est l'outarde canepetière. Mais quand vous lisez les études d'impact et quand vous lisez la jurisprudence du Conseil d'État sur le caractère obligatoire de la dérogation espèce protégée, donc, et notamment le risque suffisamment caractérisé patati patata, vous vous dites évidemment qu'il faut une dérogation espèce protégée pour construire la retenue parce que elle va avoir un impact très important sur l'outarde canepetière qui est une espèce qui est véritablement vulnérable et ça a été rappelé à de multiples reprises, notamment parce qu'il y a un plan de sauvegarde de l'outarde canepetière, qu'il n'y a pas beaucoup d'individus en France et que c'est quelque chose qui à chaque fois est rappelé par les pouvoirs publics eux-mêmes. Et donc, il y a ici une absence totale, incompréhensible, de demande de dérogation espèces protégées pour pouvoir construire la retenue. Et ça a été rappelé par la Cour administrative d'appel très récemment de Bordeaux, qui va demander une éventuelle régularisation de l'autorité environnementale, parce qu'il n'y a pas de dérogation qui a été demandée. Mais donc là c'est pour moi quelque chose d'assez étrange à comprendre, parce que moi je peux m'avancer en disant qu'il est extrêmement peu probable que ce soit régularisé. Parce que il n'y a pas. L'idée, c'est que derrière, la dérogation espèce protégée tombera éventuellement parce qu'elle n'aura pas rempli les trois critères en question. Et on en est encore à un stade très avancé dans la procédure pour demander une dérogation espèce protégée qui aurait dû être demandée dès le départ de la construction de Sainte-Soline, ce qui aurait évité tous les problèmes, parce qu'il n'y aura pas forcément eu d'ailleurs de travaux qui ont été commencés, parce que le préfet aurait refusé vraisemblablement la dérogation espèce protégée. Donc on en est là à une espèce de jeu assez étrange entre les préfets, les pétitionnaires, les associations, pour avoir un droit de l'environnement véritablement effectif, alors même que si on se pose un petit peu et qu'on a un regard externe par rapport à tous ces dossiers, donc on laisse tomber les passions et on regarde juste le droit, il y a plein de projets qui n'auraient jamais dû exister parce que des procédures n'ont pas été forcément bien mises en œuvre, à la fois par les préfets ou demandées par certains pétitionnaires. Et à chaque fois, moi je trouve qu'on fait beaucoup porter le chapeau sur les associations de défense de l'environnement en disant ah, ces écolos qui à chaque fois veulent absolument qu'il n'y ait aucun projet qui se fasse. Non, c'est qu'il y a beaucoup en fait de vigie environnementale, c'est-à-dire de correcte application du droit de l'environnement et de son effectivité, qui repose sur les épaules relativement frêles des associations de défense de l'environnement dont les moyens s'amenuisent de jour en jour, hein, quand même.
Si je peux me permettre, Dorian, là, on va peut-être pas être tout à fait d'accord, mais là, je prends le point de vue d'avocat de porteur de projet. Le problème, c'est que, comme tu le sais, le droit n'impose pas de demander systématiquement cette dérogation, et la doctrine administrative a beaucoup évolué jusqu'à ces fameux avis du Conseil d'État de 2022. Moi, pendant des années, on m'a expliqué que tant qu'une population d'espèces n'était pas à risque, il n'y avait pas besoin de demander la dérogation espèces protégées. Aujourd'hui, le Conseil d'État, dans la liste des critères, s'ils sont réunis, il faut demander une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, nous dit s'il y a un risque suffisamment caractérisé pour un seul spécimen dans la zone du projet, il faut déposer la demande. Mais ça, c'est un changement de doctrine aussi. Moi, j'ai vraiment eu des administrations, parfois même j'avais des clients qui souhaitaient déposer la demande, et c'est pas la faute de l'administration. Encore une fois, je suis loin d'accabler l'administration. Je déteste le fonctionnaire bashing. Mais c'était juste que le droit était tellement abscon qu'on savait pas à quel moment fallait déposer la demande de dérogation. Évidemment qu'il y avait des cas extrêmes où c'était certain qu'il fallait le faire et qu'on l'a pas fait. Mais objectivement, cette histoire de individu spécimen, il y a quand même une cour administrative d'appel, celle de Douai, qui interroge le Conseil d'État en 2022 en disant, mais au fait, est-ce que dès qu'un individu est à risque, il faut faire cette demande, cette procédure, ou est-ce qu'il faut attendre que ça soit la population? Donc le fait qu'un juge interroge la haute juridiction, ça prouve bien qu'on savait pas ce qu'il fallait faire aussi. C'est pas pour exonérer de leurs responsabilités ceux qui déposaient pas la demande alors qu'ils savaient qu'il fallait le faire. Mais objectivement, pendant des années, on n'a pas trop bien su quand est-ce qu'il fallait déposer cette demande. Je Je te ne parle pas rejoins de là-dessus. Sainte-Soline, hein, je connais pas le Oui, dossier. oui, voilà, voilà. Je te rejoins là-dessus sur l'incertitude à un moment donné qu'a pesé, et c'est pas non sans raison que la Cour administrative d'appel de Douai a demandé l'avis. Sur Sainte-Soline, il y a quand même des plans nationaux de Ouais, sauvegarde. Enfin, là, j'ai pris un exemple d'évidence, et il y en a plusieurs des exemples d'évidence. Il y a d'autres exemples où effectivement c'est beaucoup plus flou. Cela dit, sur le domaine éolien que tu connais mieux que moi, il y avait comme aussi des guides interprétatifs qui ne respectaient pas totalement la jurisprudence de la Cour de justice, qui était assez étrange, hein. Mais bon, La jurisprudence sur la délivrance, je suis d'accord avec toi, mais sur les conditions de la demande, non, elle est quand même beaucoup plus floue. On peut pas tout faire dire à protection stricte. Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir oui, des oui, bien interprétations sûr. différentes. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la dernière remarque que je veux faire là-dessus. C'est pas un jeu de ping-pong, hein, Valérie, vous inquiétez pas. Mais on est quand même des juristes. Et donc, du coup, sur ce truc-là, ça signait tout de même une appréhension de la biodiversité qui était, de mon point de vue, un peu trop résiduelle. Et qui n'empêche, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, elle est plus prise au sérieux. Elle Ça est ne veut pas dire qu'elle est tout à mieux fait, respectée sur place, mais elle est plus tout à prise au fait. sérieux. Et pardon Valérie, il y a certainement d'autres questions. On est en train de discuter entre juristes là. Vous avez raison, c'est intéressant. Je ne vois pas d'autres questions, malheureusement, alors qu'on n'a sûrement pas épuisé le sujet. Y a-t-il des questions, des remarques, des interpellations? N'hésitez pas, il est ton temps. Alors, sinon, moi, je peux interpeller les journalistes qui sont là, vraiment, et je sais que vous faites déjà un travail remarquable, mais sur le sujet de la proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale là, sur la feuille de route de la transition énergétique, c'est vraiment capital. Et on a aussi ce débat, mais vous l'avez certainement tous déjà noté dans vos agendas, le 15 mai sur la proposition de loi de validation. Il faut bien voir que si cette loi passe, derrière, on a un risque d'une pratique nouvelle qui serait pour l'État de dire, si un juge a annulé une autorisation, eh bien, je saisis le Parlement d'une demande de validation, d'une loi de validation. On risque de créer une pratique ici absolument délétère. Laissons les juges débattre du sujet. Et si la Cour administrative d'appel dit que la 69 est légale, je respecterai. Je ne serai pas d'accord en tant que citoyen, mais en tant que juriste, je ne me permettrai pas d'accuser les juges de forfaiture ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Ouais, juste pour compléter, c'est ce qui est, moi, ce qui continue de me choquer d'ailleurs aussi, c'est que dans un moment où démocratiquement, il y a des attaques de l'état de droit tel que ça a été rappelé, hein, et des attaques à la fois sur le champ matériel comme sur le champ procédural. C'est-à-dire qu'il y a aussi des remises en cause de l'état de droit en termes de procédure, ce qui est pas moins choquant, hein, là-dessus, parce que le droit d'exercer un recours est un droit fondamental et consubstantiel à la démocratie. Il y a cette idée de faire encore une fois aussi reposer sur un juge, un autre cette fois, le Conseil constitutionnel, la détermination de la validité d'un projet. Avec ce risque, si le Conseil constitutionnel eh bien, invalide la loi de validation, que les parlementaires, notamment ceux qui l'ont proposé, cette loi, disent: ah ben vous voyez, c'est la faute des juges, c'est la faute des juges, c'est la faute des juges. Il y a toujours cette petite musique qui commence à grossir, de la faute des juges comme étant non pas un contre-pouvoir, mais un pouvoir supérieur au Parlement qui l'empêcherait de faire n'importe quoi. Mais notre démocratie, notre République a été construite sur une hiérarchie des normes qui dit qu'à un moment donné, le Parlement ne peut pas tout faire parce qu'il n'est pas le constituant. Et il serait bien que certains parlementaires restent dans leur rôle, c'est-à-dire un rôle
de propositions de loi et qui ne sont pas des rôles de constituants. Donc il faut qu'ils respectent à la fois la Constitution, ça tout le monde le sait, mais aussi le droit de l'environnement de l'Union européenne, ce que moins de personnes mettent en avant. Ça me paraît être une bonne conclusion. On adressera la vidéo à la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Euh, Encore une fois, ne mettons pas tous les parlementaires dans le même panier. Vous avez des parlementaires qui font un travail exceptionnel. Je pense par exemple au dernier rapport sur l'artificialisation des sols de Sandrine Lefeur, qui est un très bon rapport. Par le passé, des parlementaires comme Erwan Balanant, par exemple, ont fait un excellent rapport. Le Marie Pochon, dans le groupe écologiste, et je peux en citer d'autres. Également, il y a un très très beau travail qui est fait, notamment pour réconcilier ruralité et environnement. Vous avez quand même des parlementaires qui s'en donnent la peine, qui font un bon travail. Et on peut aussi parler d'eux, pas que des forts en gueule, hein. Voilà. Tout à fait là-dessus, pour compléter. Ouais, Là, ils ne sont pas toujours dans la majorité. Non, non, ils sont pas toujours dans la majorité et parfois vous avez vraiment aussi des rapports qui sont des rapports transpartisans. Je pense au rapport sur la biodiversité en 2023 qui avait été fait par Monsieur Hott et Madame Meunier, Monsieur Hott de mémoire Horizon, Madame Meunier et LFI, présidé par une députée euh, macroniste, mais j'ai oublié son nom. Donc du coup, c'était transpartisan et ils se rejoignaient sur les constats. C'est effectivement, Arnaud a raison de le rappeler, certains parlementaires, pas tous les parlementaires. Le vote de la loi sur les PFAS, par exemple, qui est une excellente loi, même si on aurait pu toujours aller plus loin, etc., etc., qui est une loi à l'initiative d'un député écologiste, hein, Nicolas Thierry, qui a été adoptée sur d'autres bancs du Parlement, montre aussi qu'il est possible de faire des consensus au-delà peut-être des projecteurs d'intérêt général. Il y a heureusement des lois qui vont dans le bon sens. Allez, ce sera la deuxième conclusion. Elle est positive, celle-ci. Merci en tout cas de nous avoir consacré du temps. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Bonne Bonne journée. journée. Merci.